Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Dialogue avec le gouvernement. Dialogue ce soir, c'est avec le ministre de l'eau et de l'assainissement, M. Nyuga Ambroise Ouedraogo. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Voilà, toutes les enquêtes le démontrent à souhait. L'eau arrive en tête des besoins exprimés par les populations. Au Burkina Faso, un besoin vital et un défi encore immense pour le gouvernement, que ce soit en ville ou en campagne. La disponibilité de l'eau potable pose toujours problème, ce qui appelle à des politiques et à des actions fortes en termes de mobilisation de l'or bleu et de construction d'ouvrages. Le défi est autrement plus grand dans le domaine de l'assainissement et de la lutte contre la défécation en plein air. C'est de tout cela que nous allons parler ce soir pendant près d'une heure et quart et une émission que j'ai le plaisir de conduire avec ma consoeur Asmao Dao de la radio Omega FM. Bonsoir Asmao. Bonsoir. Et sans plus tarder, nous allons tout de suite ouvrir la première rubrique de cette émission. Accentuer la mobilisation des ressources en eau. Tout commence par là si l'on veut résoudre le problème de la disponibilité de la ressource, construire des barrages et des forages, mais aussi entretenir l'existant, l'état des lieux dans ce reportage que nous vous proposons. L'eau est une ressource vitale pour tous et il faut veiller à sa mobilisation ainsi qu'à sa bonne gestion si l'on veut assurer le bien-être des populations. Au Burkina Faso, l'État consent des efforts permanents à travers la construction de retenues d'eau, mais le problème de la mobilisation des eaux de surface demeure l'essentiel des ressources en eau provenant des pluies. En effet, le pays reçoit 205 milliards de mètres cubes d'eau par an, alors que le cumul pluviométrique annuel connaît une baisse. Et le nombre de jours consécutifs sans pluie connaît une hausse du fait des effets climatiques. On estime à plus de 3000 mm la hauteur d'eau perdue au Burkina Faso par évaporation. C'est pourquoi les autorités ont entrepris depuis le milieu des années 90 un processus de réforme du cadre institutionnel du secteur qui a abouti à la mise en œuvre de l'approche gestion intégrée des ressources en eau JI. En marge, il a été élaboré une politique nationale dont la vision à l'horizon 2030 est axée sur le droit d'accès universel à l'eau et à l'assainissement afin de contribuer au développement durable. Et les principaux défis du Burkina Faso en matière d'eau restent la satisfaction des besoins en cette ressource, notamment l'approvisionnement en eau potable, la lutte contre les pollutions et le suivi de la qualité des eaux, la protection des eaux de surface et souterraines contre les pollutions et la protection des plans d'eau contre le comblement et les végétaux aquatiques envahissants. Au cours de l'année 2016, le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'eau, a assuré l'entretien de nombreux barrages et procédé à la construction de 1357 forages neufs, de 76 adductions d'eau potable simplifiées AEPS et à la réhabilitation de 501 forages et de 26 AEPS. D'ici à 2020, les actions prévues porteront sur l'amélioration de l'accès à l'eau potable à travers la réalisation d'infrastructures supplémentaires à Ouagadougou, notamment 400 km de réseau de distribution, 50 bornes fontaines et 30 000 branchements particuliers,
la construction de centres de production d'eau pour résorber durablement le déficit de production dans la plupart des villes moyennes et pour faciliter l'équipement de 20 villes ne disposant pas encore de réseau classique d'AEPS. La réhabilitation et la mise à niveau de 60 AEPS dans les régions de la boucle du Moune et des hauts-bassins à titre expérimental de la stratégie partenariat public-privé. L'objectif final étant d'accroître le nombre de réserves d'eau et l'accès à une eau de qualité pour tous. Voilà pour cet état des lieux, mais que pensent les citoyens de la situation actuelle? Nous vous proposons de suivre quelques réactions recueillies un peu partout sur le terrain. Nous pouvons demander en tout cas à l'État, dans la mesure du possible, si on peut en tout cas mettre en place un fonds d'entretien courant pour les barrages. Parce que nous avons des ouvrages, mais qui ne sont pas entretenus. Nous sommes en train d'entretenir les barrages pour le moment. Et dans un futur proche, nous allons procéder à des taxations au niveau des exploitants du barrage pour que celui qui prélève l'eau doit payer au moins quelque chose pour la gestion du barrage. Avec la construction des barrages de Guiti, effectivement, il y a eu pas mal de problèmes. Problèmes de réinstallation, ça fait que la population a été laissée à elle-même pour la réinstallation. Donc c'était anarchiquement fait, les gens se sont déplacés, aller s'installer au pied des collines, même dans la forêt, et il n'y a pas de l'eau à boire. Pour atteindre les formations sanitaires, c'est des problèmes, il n'y a pas de route. Au niveau des forages, les différents villages, les AU sont mis en place pour gérer les forages. Mais ces structures-là ne fonctionnent pas. Voilà, souvent, il y a des conflits ou bien il y a des questions d'organisation. Quand la gestion n'est pas bien assurée, l'ouvrage, la durée de vie de l'ouvrage est vraiment carrément réduite. Et après, les populations peuvent encore retomber dans le besoin. Il y a un grand effort qui est fait, mais certes, avec la croissance de la commune, ça fait que toujours il y a des pénuries d'eau qu'on observe de temps à autre. Ça fait vraiment très mal quand nous voyons la population vraiment se ravitailler avec l'eau, là où les animaux se ravitaillent, c'est pas intéressant. Le problème d'eau là, on a une fontaine, mais ça coupe régulièrement. Les matins très tôt, si tu te lèves le matin, parce qu'il suffit, chaque fois ils sont en train de pomper chaque matin pour que l'eau la vienne. Mais une fois qu'il y a coupure, et puis chaque fois il y a coupure d'électricité. C'est l'électricité aussi qui marche notre fontaine là. Quand il pleut comme ça, l'eau ramasse la terre pour aller fermer les barrages là. C'est en train de monter, chaque année. Donc ça nous crée beaucoup de problèmes. Sinon le niveau de base n'était pas comme ça avant. C'est-à-dire, il faut voir ceux qui viennent rentrer plein de barrages pour faire le maraîchage. C'est-à-dire ici, l'humidité là, quand l'eau bouge un peu, et aussi ici les traces, c'est là-bas il vient, il crèche les planches et puis il repique ce qu'il veut repiquer. Mais même les pesticides là, les poisons là, il vient quand même. Tout ça là c'est des problèmes. Vous avez trouvé quelques personnes qui sont malades. Je ne sais pas il s'agit de quoi, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qui ne va pas, je ne sais pas. C'est les produits, c'est des pesticides mauvais là qu'il a mangé. C'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Voilà, autant de problèmes soulevés par des citoyens sur le terrain, monsieur le ministre. On peut peut-être commencer par la question de l'entretien des barrages, parce que visiblement, il y a beaucoup de barrages qui sont en souffrance, monsieur le ministre. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais avant d'entrer aussi dans le vif du sujet, je profite du micro pour vous remercier déjà la RTB, Radio Omega et l'ensemble des communicateurs pour ce qu'ils font pour notre secteur. Parce que nous faisons partie des secteurs du développement rural. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui bénéficient des résultats de la mise en œuvre de nos politiques sont en milieu rural. S'il n'y a pas de communication avec eux, nous n'arrivons pas à évaluer l'impact des politiques que nous mettons en place. Donc déjà, merci pour ça. Et nous sommes disponibles à tout moment pour un exercice semblable. Concernant l'entretien des barrages, c'est tout à fait pertinent. Ce que j'ai vu, ce qui a été dit par les bénéficiaires est pertinent. De toute façon, ils disent tout naturellement leur vécu. Alors, qu'en est-il de l'entretien des barrages?
Bon, ça a été dit, au Burkina, on a construit à peu près 1200, 1250, 1300 barrages. Ces barrages ont été construits par plusieurs acteurs. Je regroupe deux acteurs. Il y a l'État et il y a les privés, que ce soit les ONG, que ce soit les associations. Et après la construction de ces barrages, en fait, ces barrages se sont retrouvés sans propriétaire. Globalement, c'est des ouvrages qui appartiennent à l'État. Et de ce fait, ces barrages ont connu un grand problème d'entretien. Sachez que bon, le premier barrage que nous avons identifié dans notre pays, qui a maintenant 101 ans, donc un siècle, est le barrage de Pabré. Et normalement, la durée de vie d'un barrage en moyenne, je dis bien en moyenne, parce qu'il y a plusieurs types de barrages, c'est en moyenne 40-45 ans. Mais aujourd'hui, monsieur le ministre, quel est le dispositif de suivi? Est-ce qu'il existe un dispositif de suivi pour s'assurer que quand l'ouvrage commence déjà à se fragiliser, qu'on prenne des dispositions pour ne pas perdre complètement l'ouvrage? Oui, l'État central ne met pas en place un dispositif de réhabilitation directe des barrages. Voilà comment ça se passe. Parce que je n'ai pas terminé ma phrase. Je veux dire que depuis la communalisation intégrale de 2006, tous les barrages ont un propriétaire, c'est le maire. Et nous sommes partis donc des communes pour remonter, parce qu'au niveau de chaque commune, nous avons généralement un point focal en charge de l'hydraulique. Et il nous faut remonter les informations sur l'état de dégradation du barrage. Alors il y a deux types de dégradation. Il y a des dégradations sommaires dont nous incitons les bénéficiaires à entretenir. Il y a des dégradations majeures. Là, c'est remonté au niveau des régions, c'est remonté au niveau central et nous faisons un programme de réhabilitation. Mais nous avons, par exemple, cette année, nous avons reçu à peu près 45 milliards pour ce qu'on appelle les barrages d'hiver. C'est-à-dire que c'est les études de barrages, c'est les constructions de barrages et c'est les réhabilitations de barrages. C'est dérisoire, c'est très dérisoire. Par exemple, cette année, en matière de réhabilitation, c'est seulement 12 barrages que nous pourrons réhabiliter. En matière d'études, nous avons poussé jusqu'à 35 études. En matière de construction, de toute façon, on va revenir sur nos chiffres. On a à peine 4 barrages à construire avec nos partenaires. Mais nous travaillons aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire le programme des aménagements hydrauliques qui va nécessairement intégrer la question des ouvrages hydrauliques, des ouvrages structurants, leur construction et leur entretien. On va sortir des coûts et nous allons tenter d'avoir effectivement un programme et un budget spécial pour l'entretien des ouvrages hydrauliques. Nous sommes sur ce chemin-là. Sinon, aujourd'hui, l'État fait ce qu'il peut. Nous incitons surtout les maires à nous aider à entretenir les barrages. Et c'est pour cela la loi sur l'eau. Il y a quelqu'un qui l'a dit, je le félicite, parce qu'un des principes de cette loi-là, c'est prélever-payeur. Et je crois que ça aussi, ça va nous aider à pouvoir entretenir les barrages. On va y revenir, monsieur le ministre. Peut-être aussi une question assez importante qui a été soulevée, la question de l'ensablement. Il y a donc ce citoyen qui dénonce donc le fait que les producteurs, notamment les maraîchers, exploitent le lit du barrage et suivent le filon jusqu'à pratiquement le lit donc, du barrage, monsieur le ministre. À ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas peut-être lieu de durcir le ton? Parce que c'est une question quand même qui est récurrente, dont on parle depuis longtemps, mais qui persiste. Oui, c'est tout à fait vrai. Parce que l'essentiel des acteurs qui contribuent à l'ensablement de nos barrages, de nos plans d'eau, de nos cuvettes, c'est l'homme. C'est l'homme à travers donc ces pratiques inappropriées qui causent cela. Il y a aussi l'environnement avec les changements climatiques. Alors, qu'est-ce que nous avons mis en place comme dispositif? C'est toujours en cours. Nous avons déjà mis les comités locaux de l'eau, ce qu'on appelle les clés. Normalement, les clés rassemblent tous ceux qui utilisent l'eau autour d'un plan d'eau, un barrage, un lac, une cuvette, etc. Et ces comités locaux de l'eau sont chargés de sensibiliser, de former, de montrer les bonnes pratiques en matière d'accès à l'eau de surface. Nous sommes en train de mettre en place la police de l'eau. Et nous avons déjà installé au niveau de 3 régions des cellules de police de l'eau. Qu'est-ce que la police de l'eau? La police de l'eau, d'abord, elle est assermentée
Et donc, elle a même travaillé avec les services de justice et a donc la possibilité de verbaliser. C'est-à-dire, au-delà de la sensibilisation, maintenant, on peut vous verbaliser pour une mauvaise pratique à côté d'un point d'eau et vous faire condamner. Voilà des mesures récentes. C'est-à-dire, on présente la carotte et le bâton, comme on dit, quoi. Bon, on essaie de sensibiliser, mais de plus en plus aussi, on essaie un peu de hausser le ton. Alors, monsieur le ministre, vous avez dit tantôt 1000 et quelques barrages, mais peut-être ce que vous n'avez pas souligné, c'est que 95% de ces barrages-là, ce sont vraiment de toutes petites retenues d'eau, peut-être de 1 million, moins d'1 million, disons, de mètres cubes. À ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas un sérieux problème de vision? Parce que quand on regarde le Burkina, quand on dit grand barrage, il y a Bagré, il y a la Kompienga, il y a peut-être le barrage Kanazoué, Ziga, mais au-delà de ça, malgré qu'on recueille chaque année beaucoup de quantité d'eau, on n'a pas de grand barrage. C'est des petites retenues d'eau. Plus tard, janvier, février, le barrage est à sec. Et puis, bon, on en croise les dents, on attend. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas me risquer de vous faire un cours d'hydraulique, mais sachez que pour construire un grand barrage, il y a des critères naturels. Il y a d'abord la ressource. La ressource, c'est une ressource naturelle. Il pleut pas, il pleut beaucoup, il ne pleut pas beaucoup. Il y a une pluie à fort ruissellement, il y a une pluie à faible ruissellement, l'intensité, tout ça, on ne va pas insister dessus. Mais il y a surtout les aspects topographiques. Parce que notre pays, c'est connu, est un pays plat. Étant plat, il n'y a pas de cuvette, il n'y a pas des appuis où effectivement vous allez barrer l'eau à une grande hauteur et stocker. Les plus grands barrages de ce monde sont situés dans les pays les plus montagneux. La conception classique d'un grand barrage, il est calé entre deux grandes montagnes. Et tout l'encaissement qui est derrière constitue le réservoir. Et ça permet aussi une bonne production de l'énergie hydroélectrique parce que le calcul de la puissance électrique installée est directement proportionnel à la hauteur d'eau. Voilà pourquoi on n'a pas de grands barrages. On a quelques grands barrages. En partant donc de la définition des grands barrages, on a quelques grands barrages, vous les avez cités. Mais ne vous en faites pas, on est sur la construction des grands barrages. Si vous avez suivi les dernières délibérations du meilleur conseil des ministres, il y a déjà 3 grands barrages qu'on a lancés en étude, dont le barrage de Ouessa. Le barrage de Ouessa, ça sera le plus grand barrage du Burkina avec 4 milliards de mètres cubes stockés. Mais c'est des ouvrages complexes, c'est des ouvrages coûteux. Pour la petite histoire, rien que Ouessa pourrait nous coûter entre 300 et 350 milliards de francs CFA. Mais le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle parce que moi je suis convaincu que les barrages, le stockage de l'eau contribuent au développement endogène de notre pays. On est là-dessus. Moi je suis un amoureux des barrages. Je ne suis pas le seul du reste. La plupart de ces barrages-là, je les ai visités. Alors monsieur le ministre, ce soir, c'est priorité donc aux citoyens. Nous vous posons tout de suite la première question d'un citoyen recueilli sur le terrain. Après la construction du barrage de Guiti dans la commune de Séguénéga, quelles seront les mesures que l'État entreprendra pour la réinstallation de la population riveraine? Je crois que la question est suffisamment précise, monsieur le ministre. Tout à fait. Oui. Moi, je remercie donc le citoyen qui a posé la question. La question est légitime. Je connais tout à fait l'histoire du barrage de Guiti. Pour rappel, le barrage de Guiti est construit à Séguénéga et doit alimenter en eau potable la ville de Ouayouya située à 50 km. Et il est prévu d'alimenter en route, c'est-à-dire toutes les communes, tous les villages, toutes les localités entre Sénégal et Ouayouya auront de l'eau potable. Voilà un peu l'objectif de ce barrage qui est un barrage vital pour l'alimentation en eau potable. Je reconnais, nous avons été au départ de la construction de ce barrage, qu'au moment du montage du dossier, il y a eu une grande insuffisance. C'est-à-dire qu'on n'a pas intégré le plan de gestion environnementale et sociale. Ça, c'est clair. On n'a pas aussi sensibilisé suffisamment les populations sur l'impact, notamment la délibération de la route Sénégal et Ouayouya. Ça crée un fort mécontentement que nous avons très bien compris. Ça fait que les travaux ont été suspendus, c'est depuis 2008-2009, donc près de 7 ans. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous avons mis en place un budget de plus de 1 milliard
115 millions de francs CFA pour la prise en charge du plan de gestion environnementale et sociale. Et beaucoup de ces problèmes qui ont été évoqués vont en tout cas trouver une solution à la hauteur du financement existant. Parce que nous sommes clairs, quand on continue un ouvrage hydraulique, c'est pour améliorer le bien-être des populations. Ce n'est pas pour les rendre malheureux, ce n'est pas pour les appauvrir, ce n'est pas pour les faire souffrir. Mais il arrive effectivement que certains volets soient négligés. C'était le cas du barrage de Guiti. Mais nous sommes dessus. Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même une compréhension de que les populations ont accepté de libérer une partie de la cuvette. Et aujourd'hui, le barrage est terminé. Dans les jours qui suivent, nous allons partir le visiter, nous entretenir avec les populations et voir, mais je ne sais pas à quel moment l'interview a eu lieu, mais ça a quand même évolué depuis à peu près 1 mois. Il y a la question aussi de la déviation de la route. Tout à fait. Oui, la déviation de la route. Parce que les populations de Seganaga ne sont pas du tout contentes. Et elles ont, là aussi, elles ont parfaitement raison. Parce que dès que vous parlez de déviation, vous rallongez un peu. C'est vrai, les chiffres ont été exagérés. Ils ont dit, comme depuis là, non, vous rallongez un peu l'itinéraire en déviant la route. Mais c'était des choix à faire. Sinon, les routes nationales sont prioritaires à la construction des barrages. Quand nous devons construire un barrage, si nous avons une route nationale, on fait très attention. Et on le fait avec le consentement des usagers. Ça aussi, c'est réglé. La route a été déviée. Nous allons assurer l'entretien. Et tous ceux qui ont perdu des biens, qu'ils soient fonciers, etc., dans cette dérivation, eux aussi, on les prend en charge. C'est prévu. Et en attendant, à Waïga, il faut patienter parce que Guiti était présenté comme la solution pour résoudre le problème d'approvisionnement en eau potable de cette grande ville du Nord. Mais hélas, encore une fois, hélas, c'est parti. Nous avons même un partenaire financier, la Banque islamique de développement, pour ne pas les citer, qui vont nous aider à construire toute la partie AEP. Et les jours qui suivent, nous allons partir les voir, parce qu'ils attendaient aussi que le barrage soit terminé. Parce qu'ils se disent, mais si nous mettons l'AEP, s'il n'y a pas le barrage, c'est des ouvrages totalement inutiles. Donc je crois que ça va avancer beaucoup. Deuxièmement, il faut dire que Waïga fait partie de ce qu'on appelle la zone géologique du cristallin. Cette zone, il n'y a pas beaucoup d'eau sous le sol à une distance, à une profondeur raisonnable. Mais là aussi, nous avons commencé une étude avec l'Union européenne, qui est présentement là, pour la recherche de nappes aquifères très profondes, qui peuvent faire 200 mètres, 300 mètres sous le sol. Et nous sommes convaincus que dans ces zones-là, il y a des grandes nappes. Donc, moi, je suis optimiste. Ok, tout de suite, la deuxième question recueillie sur le terrain. C'est quand est-ce la police de l'eau va se montrer devant nous, les maraîchers là. Parce que ces barrages-là, on fait de n'importe quoi. Pourtant, barrage, ce n'est pas pour nous les barrages là. Hein. Ce n'est pas pour nous, c'était pour nos grands-papas. Ils ne sont pas ici aujourd'hui. Nous, on a pris le relais. Aujourd'hui, c'est pour nous. Mais demain, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Monsieur le ministre de la police de l'eau. Je crois qu'il s'agit, si je ne me trompe pas, du barrage de Gouéré. Alors, concernant le barrage de Gouéré, effectivement, la police de l'eau vient d'être installée dans la région du Nord. Bon, je peux me tromper, à peu près 2 ou 3 mois. Donc, qu'ils ne s'impatientent pas, très rapidement, la police de l'eau va venir leur rendre visite. Et vous savez, tout ce qui est police, ça vient aussi avec des contraintes. Donc, je peux les rassurer qu'ils auront bientôt les visites récentes, les visites récurrentes et la disponibilité de la police de l'eau à Waïga. Et le barrage de Gouéré sera prioritaire. Je peux lui rassurer ça. Une chose est d'installer une police, une chose est de lui donner aussi les moyens de travailler. Est-ce que cet aspect également est pris en compte, monsieur le ministre? Bon, nous ne souhaitons pas que l'intervention de la police de l'eau sur les plans d'eau soit conflictuelle. Nous souhaitons, même s'il y a l'aspect police là-bas, qui intègre l'aspect contrôle, qui fait sous-entendre l'aspect coercitif ou répressif, nous souhaitons qu'on n'en arrive pas là et que ça soit de façon explicative. Mais si on devait en arriver là, parce qu'il y a un individu qui compromet par ses intérêts individuels l'intérêt de toute une population, ce serait aussi notre droit de prendre des mesures. Et là, on le fera en association, en fait, avec les organes de sécurité de la région et de la province. Ce n'est pas les agents de police de l'eau, eux seuls, qui vont pouvoir régler le problème. Quant aux moyens, on va leur doter de moyens. Déjà, il y a un minimum qui est prévu pour eux, que ce soit du point de vue du matériel de travail, que ce soit du point de vue des salaires. Parce qu'en fait,
les agents de la police de l'eau, ils ne sont pas recrutés sur le concours. En fait, c'est des agents qui travaillent déjà, soit dans le secteur du développement rural au niveau de la région, qui ont été formés et qui ont été assermentés et qui ont été soutenus donc par les tribunaux, les services de justice au niveau de la région. Donc eux, en fait, ils vont les encadrer. Ok. Et la troisième question d'un citoyen. Voilà, elle s'est exprimée en Morée. Monsieur le ministre, à Kassou, cette mère de famille demande un forage pour soulager donc leur souffrance. Oui, je suis sensible à sa doléance. Ce serait très risqué pour moi sur le plateau de dire oui, je vous donne un forage. Mais que la dame soit rassurée, il y a tout un processus pour l'implantation des forages. Nous regardons d'abord le taux de desserte en eau potable de la zone. Nous regardons les implantations des forages dans les villages et dans les quartiers. Et en fonction de ça et de la distance, parce que notre politique est que tout usager devrait être environ à 500 mètres du point d'eau. Peut-être que ça, ce n'est pas respecté. Il y a le problème du débit, parce que vous pouvez avoir un forage, mais le débit n'est pas suffisant et crée des files d'attente. Peut-être que c'est ça qui se pose. Mais très rapidement, je peux aussi là aussi la rassurer. De toute façon, mes collègues ici... Ce sont des idées de forage qui sont prévues. Cette année, oui, tout à fait, on va en revenir peut-être plus tard. Mais je veux dire que, bon, comme il y a une préoccupation, je vais être le directeur régional à travers le directeur provincial et le point focal d'aller regarder ce qui se passe. Elle sera visitée. Vos deux projets adoptés à l'Assemblée nationale prévoient de réaliser 2000 forages à motricité humaine et 24 adductions d'eau potable simplifiées. 10 millions et j'ai dit 10 milliards et 25 milliards pour les deux projets. Maintenant, vous êtes dans une dynamique de réaliser plus de forages, plus d'ouvrages. Qu'en est-il de l'entretien de ces ouvrages-là? Qu'est-ce que vous faites pour préserver ces acquis? D'accord, ok. Oui, je vais même revenir donc sur ce qui a été adopté à l'Assemblée et dire que nous sommes très reconnaissants envers en tout cas la représentation nationale pour nous avoir accompagnés pour faciliter la réalisation de ces ouvrages. Mieux, parce que bon, ça va même être corrigé, nos deux projets retenus dans le cadre des PPP, c'est effectivement 2000 forages équipés de pompes à motricité humaine, les pompes comme ça là, 24 AEPS, donc c'est les châteaux. Et le deuxième projet prévoit 250 AEPS murs à construire. Et donc nous sommes dans cette dynamique. Je ne vais pas continuer, peut-être qu'on en reparlera. Alors, qu'est-ce que nous on prend comme mesure pour assurer la viabilité et la durabilité de ces ouvrages? Il y a deux mesures. Il y a la concession à la gestion. Et nous avons déjà commencé effectivement un projet pilote au niveau donc de la boucle du Moun pour la concession à la gestion de 60 AEPS à un opérateur. Ça veut dire que lui, bien sûr, de toute façon, au niveau des AEPS, l'eau est payée. Mais lui, il va s'occuper de récolter l'argent, d'entretenir les AEPS, de suivre l'économie de l'eau, etc., etc. Ça, c'est une voie possible. Nous pouvons l'expérimenter. Et si elle est bonne, nous allons donc la répandre sur la plupart des mairies et des communes où nous étalons ces AEPS. Parce que c'est plus confortable, mais ça a un coût. Le confort a toujours un coût. La deuxième approche, c'est que nous avons mis en place ce qu'on appelle un système de réforme. On forme des artisans réparateurs. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 572 artisans réparateurs formés et puis qualifiés. Ces artisans réparateurs sont dans les villages. En fait, c'est des mécaniciens, des forgerons qu'on prend en forme. Et ceux-là, on oblige normalement ceux qui ont un forage à cotiser. Quand vous demandez un forage, il y a l'association des usagers de l'eau, les AIE, qui ont été constitués par village et par commune. Et vous versez 50 000 francs dans une caisse d'épargne par forage. Et maintenant, vous faites payer l'eau d'une manière ou d'une autre. Il y a des méthodes pour payer l'eau. Et ces fonds-là
doivent servir effectivement à l'entretien des forages. Voilà un peu le mécanisme qui est mis en place, mais nous sommes toujours en train de les évaluer pour voir un peu quelle est leur efficacité. À présent, Monsieur le ministre, nous vous proposons d'autres réactions recueillies sur le terrain, toujours dans cette première rubrique de cette émission. Avec les différents quartiers, je pense qu'il y a toujours une insuffisance. Les quartiers sont loin les uns des autres. Et bon, pour le moment, nous avons des forages, vraiment que nous avons des problèmes avec. Sauf un seul des forages qui fonctionnait correctement. Il y en a bien d'autres. Maintenant, les difficultés là, c'est que bon, souvent, on arrive à réparer, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas de retenue d'eau. Il pleut et toute cette eau est partie. Après la saison, vous n'avez pas l'impression quand on vous dit que c'est telle quantité d'eau qui est tombée dans la commune, vous n'arrivez pas à croire parce que tout devient sec. Voilà, comme la ville, comme chaque ville. Ce que nous avons comme difficulté dans la région du Nord ici, c'est les difficultés liées même au manque de moyens au niveau de la direction régionale pour le suivi des ouvrages de mobilisation d'eau de surface. Bon, parce qu'il faut se dire que les fonds que nous recevons chaque année, et ces fonds sont, je peux dire que sont destinés au suivi des ouvrages d'AUP et de l'assainissement. La région du Nord est connue par le phénomène de l'orpaillage. Et qu'il parle d'orpaillage, parle aussi de pollution. Bon, ce que nous avons comme difficulté ici, nous sommes interpellés un peu partout par les communes, par les acteurs, pour ce qui concerne la qualité de l'eau. Nous n'avons pas de dispositif de suivi. Il faut que la gestion de l'eau de Toussana soit intégrée dans la gestion de l'ONIA. Fortement, cela est très important parce que le système d'AIPS aujourd'hui n'arrive plus à permettre à la population d'avoir de l'eau potable. S'il y a la possibilité d'alléger l'odeur dans la passation des marchés pour qu'on puisse exécuter les forages, disons, en pleine saison, sèche carrément, car à partir, une fois que la saison hivernale s'installe, l'accessibilité aussi cause un problème très sérieux. Un cri de cœur, que je peux adresser au ministre, pour le recrutement des entreprises, des bureaux d'études ou autres, qu'on veille réellement à ce que ceux qui seront accrédités, ceux à qui on va donner les agréments et autres, soient des gens vraiment bien préparés. On note qu'il y a eu énormément d'efforts en termes d'accompagnement des structures déconcentrées pour la mise en œuvre des activités et même en termes de financement. Voilà, les financements vraiment ont été améliorés cette année. Donc c'est vraiment encourager le ministre à continuer dans cette dynamique-là et dire que vraiment les acteurs sur le terrain attendent beaucoup de nous tous, de lui. Voilà, Monsieur le ministre, beaucoup de problèmes soulevés une fois de plus. Peut-être votre réaction, peut-être à celle que vous avez retenue. Oui, bon, globalement, les préoccupations soulevées tournent autour en réalité de l'insuffisance en nombre d'ouvrages hydrauliques, que ce soit des ouvrages de mobilisation d'eau de surface ou que ce soit donc les ouvrages d'eau potable. Ce que je peux dire, c'est que depuis 2016, le Burkina, à travers le ministère de l'eau, pour ne même pas dire le gouvernement tout ensemble, parce que nous ne sommes pas les seuls à réaliser ces ouvrages. Hein. Il y a d'autres départements qui les réalisent, il y a d'autres partenaires qui les réalisent, mais c'est nous qui comptabilisons tout ça pour pouvoir calculer les effets induits sur les populations. Donc, je disais donc qu'on a entrepris une grande politique de réalisation en grande masse d'ouvrages hydrauliques. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Je comprends, hein, chacun veut son barrage, chacun veut son forage, mais je suis tenté de dire beaucoup auront leur forage et leur barrage. Pour les quartiers non lotis, parce que ça c'est important, je ne sais pas de quelle commune il s'agit, mais les quartiers non lotis constitue un véritable problème, dans la mesure où, dans la cartographie, dans les questions de démographie, dans les questions de réseau d'adduction d'eau potable, ils ne sont pas souvent pris en compte. Mais de plus en plus, prenez le cas de Ouaga, nous avons décidé d'envoyer de l'eau
notamment à travers l'ONIA, dans les quartiers non lotis. Parce que le problème, c'est les canalisations qu'on enterre. Si vous n'êtes pas sûr que les canalisations ne seront pas blessées, ben, vous perdez de l'eau. Donc nous intégrons les besoins des quartiers non lotis et des quartiers périphériques, justement dans la distribution de l'eau potable. Pour ce qui est du cas de Toussiana, je vais quand même m'arrêter sur ça, il va falloir qu'on s'explique bien. Au Burkina, il y a la question d'équité et la question de la solidarité dans la facturation de l'eau potable. Que vous soyez à Ouara, que vous soyez à Bobo, que vous soyez à Dori, l'eau potable a le même coût unitaire. Maintenant, pour ce qui est des AIPS, les AIPS c'est pareil. C'est-à-dire que les AIPS c'est quoi? Il y a un forage, un château d'eau et on envoie l'eau dans des robinets. C'est exactement le même prix. Mais nécessairement, quelqu'un qui prend l'eau à la bonne fontaine et quelqu'un qui prend l'eau à son robinet, ce n'est pas le même coût parce qu'on paye aussi le confort. Donc là aussi, moi j'ai noté la question. Ce qu'il semble dire, c'est que l'eau coûte plus cher en campagne. C'est ce qu'il semble dire, je ne sais pas sur quelle base il dit ça. C'est comme ce que j'étais en train de dire, je vais envoyer vérifier. C'est ça l'intérêt aussi de cette émission. Je vais envoyer vérifier. Peut-être qu'il y a des éléments, je ne peux pas dire tout de suite que ce n'est pas vérifié. On va envoyer vérifier. Mais a priori, ça ne devrait pas être le cas. Parce que même quand nous faisons des concessions, je vous ai dit qu'on est en train d'essayer des concessions, nous faisons tout pour que le coût de l'eau n'augmente pas. Même si l'État doit subventionner certaines parties donc, de ces contrats de concession, nous n'allons pas augmenter le coût de l'eau à cause de cela. Bien sûr, il y a une politique tarifaire au niveau national, mais c'est un engagement avec nos partenaires techniques et financiers. Ça, c'est autre chose. Voilà, mais on ne voudrait pas avoir des consommations donc, à double vitesse. On va les garder. Autre difficulté évoquée, c'est la pollution de l'eau. Nous savons que les plus grands pollueurs sont les entreprises minières et les agrobusiness ne sont pas en reste. Est-ce qu'ils contribuent comme il se doit à la hauteur de leur pollution? Ça, c'est une très belle question. Moi, je vais vous envoyer dans mon ministère comme conseillère. Oui, la loi... Je reviens encore sur l'espace législatif. La loi sur l'eau prévoit trois orientations. On a vu tout à l'heure le préleveur-payeur. Si vous prélevez l'eau pour la production de biens économiques, vous devez payer cette eau-là, qu'elle soit de l'eau brute ou de l'eau potable. Vous savez, l'ONIA, même l'ONIA paye l'eau, l'eau qu'il prélève pour traiter. Les brasseries payent l'eau qu'ils prélèvent pour fabriquer les boissons. La Socico paye l'eau, donc préleveur-payeur. Deuxièmement, il y a la partie pollueur-payeur. Effectivement, on est en train, comme par hasard, on a mis des commissions il y a à peu près un mois qui sont en train de réfléchir pour l'activation de cette composante préleveur-payeur, pollueur-payeur. Et je crois qu'à l'application, peut-être que nécessairement, ça sera intégré. Mais c'est le cas des industries, justement, des industries de transformation, etc. C'est le cas des miniers, ça je suis totalement d'accord. Et c'est le cas aussi de tous ceux qui utilisent l'eau pour l'agriculture. C'est prévu par la loi. Donc c'est à nous de voir le dispositif opérationnel pour appliquer cette loi-là. On n'interdit pas la pollution, monsieur le ministre, mais on pollue, on paye. Non. Non, je n'ai pas dit cela. La pollution de l'eau est interdite. Mais le problème, c'est quoi? Nous ne travaillons pas dans les usines. Normalement, quand vous montez une usine, normalement, ce qu'on appelle l'effluent, vous devez monter l'usine de telle sorte que l'eau que vous allez rejeter après l'usine soit d'une qualité acceptable et contrôlée par le laboratoire national de santé publique. Mais c'est parce que ce n'est pas respecté. Je vous donne un exemple, je ne vais pas prononcer des noms parce que ça fait de la publicité. Il y a des constructeurs d'automobiles où le 20% du coût de la voiture est dû au traitement des eaux usées de l'usine. C'est normalement comme ça qu'il faut faire. Mais comme nous ne sommes pas dans ces usines et dans ces montages, au moins nous allons regarder ce que vous rejetez. Si ça ne respecte pas les normes que le laboratoire national de santé et de l'OMS, nous vous faisons payer le coût du retraitement de cette eau. Voilà. Sinon, ce n'est pas permis de polluer l'eau, c'est interdit. Vous savez que le ministère, là, il s'occupe de la partie assainissement, c'est excréta et eau usée. C'est-à-dire que même les eaux usées, là, c'est-à-dire les eaux des planètes, sont retraitées.
Je pense qu'on a la station de Zaktouli, que certains ont vu, on a la station de Kossoro, où on retraite toutes les eaux usées avant de les rejeter dans la nature. Alors, monsieur le ministre, il y a également un problème qui a été soulevé, notamment par cet agent du Nord qui estime qu'au niveau déconcentré, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir donc assurer le suivi des ouvrages et de la qualité des eaux. Oui, les moyens, je ne sais pas de quel type de moyens on parle, mais il y a deux types de moyens. Il y a les moyens financiers. Les moyens financiers, et logistiques. Je n'ai pas les chiffres, mais j'avoue que depuis 2 ans, enfin depuis la récréation du ministère, vraiment des moyens relativement consistants, financièrement, ont été mis en place pour le suivi de la qualité et de l'exécution des ouvrages, notamment à travers l'appui budgétaire sectoriel, l'ABS. Donc, bon, je sais pas, de toute façon, les moyens financiers ne suffiront jamais à tout le monde. Hein. Maintenant, les moyens matériels, ça c'est autre chose. Parce que nous, pour le contrôle de la qualité de l'eau, en réalité, il faut un laboratoire. Et en fait, vous ne pouvez pas installer un laboratoire par région. On a déjà 3 laboratoires au niveau de Ouaga. Vous savez, même les forages, quand on fait un forage, on prélève l'eau, on vient d'abord la tester au laboratoire, voir si elle est potable avant de monter la pompe. C'est pour cela, des fois, on fait les forages, des populations estiment que oui, ils ont fait le forage, ils sont partis, ils ne reviennent pas. Et des forages qu'on a fait et qu'on n'a pas équipés, on est venu fermer parce que la qualité de l'eau est telle qu'on ne peut pas la traiter. Donc, de ce point de vue, pour ce qui est des moyens du suivi de la qualité de l'eau, le ministère n'installe pas donc, de laboratoires. Les laboratoires sont à Ouaga. Au niveau de la direction générale des ressources en eau, il y a un laboratoire. Au niveau de l'ONIA, il y a un laboratoire. Au niveau du ministère de la Santé, il y a un laboratoire. Ce sont ces laboratoires-là qui sont les laboratoires de référence pour traiter de la qualité de l'eau. Maintenant, pour ce qui est des eaux de surface, parce que là je parle de l'eau potable, le contrôle de la qualité. Le contrôle de la qualité des eaux de surface, là véritablement, c'est pas fait. Ça c'est clair. C'est-à-dire, nous, on n'a pas un système pour aller contrôler la qualité de l'eau du barrage de Ouagadougou. Mais nous venons d'envoyer une équipe avec la présidence qui ont séjourné au Ghana pour regarder un peu, parce qu'ils sont quand même un peu plus avancés, parce qu'ils ont connu les mines avant nous, pour regarder effectivement le processus de suivi de la qualité des eaux pour les protéger de la pollution minière. Ça, on espère que c'est une urgence. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec vous que c'est une urgence. Bon, il y a quand même quelques mesures qu'on prend, hein, mais ça vaut ce que ça vaut. Vous savez que les mines, il y a ce qu'on appelle les orpailleurs. Les orpailleurs sont difficiles à suivre parce que c'est plus ou moins des mines, c'est un peu moins organisé, c'est spontané, voilà, des trucs qui n'ont pas de... Ça, c'est vraiment difficile à suivre, mais c'est très important. Il y a les mines, il y a les sociétés minières. Eux, on les suit un peu plus et il y a plusieurs types d'ouvrages. Vous savez, il y a des barrages qu'on appelle stériles miniers. Donc, normalement, les effluents sont refoulés et il y a une filtration naturelle pour stériliser l'eau avant de les rejeter dans la nature. Si nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, la pollution des eaux de surface est un gros problème dans notre pays, on en est conscient, mais c'est la mise en œuvre des ouvrages qui prend un peu de temps. Ok, nous allons écouter tout de suite une autre question recueillie sur le terrain. À quand l'opérationnalisation ou bien la mise en place des directions provinciales de l'eau et de l'assainissement? Aussi, à quand également la finalisation de dispositifs d'entretien courant des barrages? Monsieur le ministre, 2 questions à la fois. Je vais répondre très rapidement. Pour ce qui est des directions provinciales, hein, les directions provinciales, effectivement, créées par décret, pris en conseil des ministres. Et nous sommes très avancés dans la mise en place donc, des directions provinciales. Pas de date pour le moment? Pas de date, mais on a même une liste des directeurs provinciaux, alors je ne vais pas devancer l'événement. Ça, il n'y a pas de problème, on est en cours, mais je ne vais pas aller sur les détails. Mais ça sera la première fois que le ministère en charge de l'eau a créé et mis en place des directions provinciales. Mais c'est pertinent, parce que ça permet effectivement d'être le plus proche possible donc, des points d'eau. Pour ce qui est du dispositif d'entretien des ouvrages, c'est ce que j'étais en train de dire. Nous sommes en train d'écrire la politique en matière
d'ouvrages d'infrastructures hydrauliques, d'aménagement hydro-agricole. Et à travers cette politique-là, il y aura une composante entretien et réhabilitation des ouvrages hydrauliques. Ça, c'est en cours. Tout de suite, une autre question, monsieur le ministre, si vous le permettez. C'est laquelle? Ah, d'accord. Sur le terrain. Pourquoi jusqu'à présent, le barrage de Toussena, qui connaît un ensablement terrible, n'a pas encore été curé? Pourquoi le coût de l'eau est plus élevé dans les communes rurales que dans les communes urbaines? Voilà, monsieur le ministre, le barrage de Toussiana qui est donc comblé, qui attend curage. Peut-être qu'au-delà du barrage de Toussiana, il y a beaucoup d'autres barrages qui sont dans la même situation. Oui, tout à fait. Je reviens quand même sur la dernière partie donc, de sa préoccupation. Je ne suis pas au courant. Je vais respecter, je ne suis pas au courant et je n'ai jamais été saisi que le coût de l'eau dans une commune rurale est plus élevé que le coût de l'eau dans une commune urbaine. Ça, c'est pas... J'aimerais bien comprendre ça et je vais chercher à comprendre. Sinon, le coût de l'eau est le même, l'eau potable en tout cas. Sauf si c'est un privé. Vous savez, à Ouaga, quand il y a la pénurie d'eau et vous vendez la barrique d'eau à 1000 francs, ah oui, là c'est hors de prix. Mais là, ce n'est pas des coûts officiels. Mais encore une fois, hein, de toute façon, nous notons ces questions-là. Nous allons vérifier. Nous allons sincèrement vérifier. Pour ce qui est maintenant de l'ensablement, ça, c'est pas comment faire pour dire ça vite et bien. C'est-à-dire, en temps normal, le coût qu'il faut mettre, les techniques qu'il faut mettre pour désensabler, pour désenvaser un barrage sont excessivement élevés. Nous avons un projet pilote de désenvasement des barrages, c'est le cas du lac Bam. Dans un premier temps, nous avons fait une étude et si je me rappelle bien, ça coûtait plus de 200 milliards de francs CFA de désenvaser le lac. Et avec 100... Ça, c'est le coût d'un grand barrage, monsieur le ministre. Mais tout à fait, d'un très grand barrage. D'un très grand barrage, voilà. Oui, donc vous avez compris tout de suite. Par contre, quand vous construisez un seuil pour augmenter le plan d'eau, ça vous coûte peut-être 150 millions. Avec 150 millions, vous avez à peu près, c'est pas la même chose, vous avez à peu près le même effet qu'avec 210 milliards. Donc bon, on réfléchit avant d'en arriver là, mais quand cela ne tienne, nous avons même lancé, non, c'est pas encore lancé, nous avons un projet de faire une étude d'optimisation économique du désenvasement des plans d'eau et même des cours d'eau, parce qu'il y a des cours d'eau qui sont en train de se boucher, etc. Et ça devrait permettre justement d'amortir le coût de l'opération. C'est-à-dire que si vous enlevez la vase, si la vase peut être réutilisée, vous bouclez économiquement le système. Nous sommes là-dessus. Vous voyez qu'on a beaucoup de chantiers finalement. Beaucoup de chantiers, monsieur le ministre, et vous êtes très attendu. Alors peut-être pour en finir avec cette rubrique, quelques dernières questions. Samandeni, monsieur le ministre, par exemple. Samandeni, dont la mise en eau a été donc annoncée pour juin, si je ne m'abuse. Alors où est-ce qu'on en est, monsieur le ministre? Est-ce que c'est enfin la bonne date? Ok. Ok, très rapidement, parce que je crois que le temps risque de nous rattraper. C'est vrai, quand le gouvernement est arrivé, il a fait donc de la finition du barrage de Samandeni un défi. Et il a mis les moyens, le gouvernement a mis les moyens pour lever ce défi. Il a débloqué plus de 22 milliards de francs CFA dans l'objectif, effectivement, de finaliser le barrage de Samandeni. Et au jour d'aujourd'hui, la digue est terminée. Du point de vue des terrassements, on a couronné, c'est-à-dire on a atteint. Il reste des travaux de finition, des travaux de confortation. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les vannes. Les vannes sont arrivées. Ils sont arrivés la semaine prochaine. C'est à partir de l'arrivée des vannes, du montage des vannes, que l'eau va commencer à monter dans le barrage de Samandeni. Et comme par hasard, le jeudi, moi, je vais à Bobo pour le vendredi procéder à la baisse des vannes de Samandeni. Donc à partir du 7, l'eau va commencer à monter dans le barrage de Samandeni. Et quand nous aurons un fleuve dans le désert, nous allons vous inviter pour l'inauguration. Ça, c'est réglé.
Il reste bien sûr des travaux, mais ça ne compromet plus la vie du barrage. Sinon, il reste quand même des travaux. Parce que l'aspect hydroélectrique, les turbines ne sont pas encore arrivées. Il y a l'aménagement à l'aval pour permettre aux turbines. Ça, c'est un autre volet. Mais le barrage est terminé. Il prendra de l'eau cette année, Inch'Allah, comme dirait quelqu'un. On viendra vérifier, monsieur le ministre. Avec plaisir, ce sera avec plaisir. Monsieur le ministre, également, en début d'année, vous avez lancé le projet de réalisation du barrage souterrain de Naré, oui, avec le soutien de la BAD. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point de la potentialité de ces eaux souterraines et quels sont, est-ce que les moyens disponibles pour les réaliser? D'accord. En fait, nous n'avons pas lancé la construction du barrage souterrain de Naré. Le barrage souterrain de Naré a été construit, je ne me rappelle pas exactement, mais vers les années 1990 sur financement de la coopération japonaise, afin donc de faire une opération de test de mobilisation et de valorisation des eaux souterraines. Donc c'est ça le cas. Et le barrage avait 3 objectifs. D'abord, il y avait un objectif environnemental, c'est-à-dire régénérer toute la végétation qui se trouve sur l'eau souterraine du barrage. C'est-à-dire tout ce qui est, vous ne voyez pas l'eau, mais elle est en bas, mais les plantes puis cette eau donc doit régénérer. Deuxièmement, c'est de forer pour extraire cette eau-là, exploiter cette eau dans des châteaux à des buts d'alimentation en eau potable. Et enfin, c'est aussi l'évaluer, c'est ça qui est important, évaluer l'impact attendu. Est-ce qu'il a été atteint? Est-ce que ça vaut le coup? Et justement, la BAD a mis en place un financement pour faire 3 composantes. D'abord, évaluer, comme vous le dites. D'ici là, quand le projet sera à terme, ça va durer à peine 1 an. On devrait pouvoir dire exactement quelle est la quantité d'eau qu'on a mobilisée, quel est l'effet de cette eau. On va regarder la forêt-galerie que le barrage est censé créer. Où est-ce qu'on en est avec cette forêt-galerie? Est-ce que ça a marché? Est-ce que c'est les hommes qui les ont coupés? Et enfin, extraire cette eau-là pour faire un périmètre maraîcher. Voilà les 3 composantes. Monsieur le ministre, au-delà de ce cas précis, est-ce qu'on a une idée du potentiel hydraulique qui dort peut-être sous nos pieds, disons, dans les nappes phréatiques, ces eaux souterraines? Oui, en fait, je l'ai dit rapidement lors de mon intervention. La dernière étude pour l'évaluation des eaux souterraines date des années 1984. Je pense que certains étaient encore des écoliers, je n'ai rien dit. Alors donc, c'est vieux, l'étude est vieille et l'étude nous avait révélé qu'il y avait environ 118 milliards de mètres cubes sous notre sol. Voilà ce que ça dit. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pensons que nous devons actualiser cette étude. Et la Banque mondiale a mis en place 30 milliards de francs CFA pour réaliser entre autres cette étude. Et l'étude est en cours. Et je suis convaincu, ce n'est pas la première fois que je le dis, je suis convaincu que sous notre sol, il y a de l'eau et même beaucoup d'eau. Maintenant, c'est l'ampleur, la profondeur de cette nappe et son exploitabilité qui peut me faire douter. Parce que j'ai dit, si pendant plusieurs années, on n'avait pas d'or, et que puisqu'on on a beaucoup d'or, peut-être aussi que pendant plusieurs années, on n'a pas beaucoup d'eau sous le sol, et finalement, il y aura beaucoup d'eau. Il y a eu le cas du forage Christine, ça fait quoi? Plus de 120 mètres cubes en plein Sahel. Ça n'a pas encore révélé tout son secret. Mais on est en train de traquer pour sortir ce secret. Pour finir, monsieur le ministre, on sait que dans la capitale burkinabé, chaque année, en période de chaleur, la population est confrontée à ce problème, disons, de coupure d'eau. Alors, dites-nous, on sait que Ziga 2 a été donc mise en œuvre, mais au-delà de Ziga 2, quelle est la vision pour Ouagadougou? Parce que beaucoup s'inquiètent et estiment que Ouagadougou, à long terme, va connaître de sérieux problèmes en termes de... Vous avez raison, parce que Ouagadougou, c'est une agglomération très complexe, parce que c'est déjà la capitale. Il nous a été dit que par année, il y a à peu près 200 000 personnes qui entrent en plus à Ouaga. Si c'est vérifié, vous imaginez, la ville s'étend. Je ne peux pas vous dire ce que vous savez. Alors, qu'est-ce que nous, on a fait au niveau du secteur de l'eau? Effectivement, nous avons beaucoup peiné cette année pour pouvoir effectivement donner de l'eau aux populations. Et plusieurs fois, je me suis excusé et on s'excuse aussi sur ce que ça crée comme désagrément, l'injection de l'eau de Ziga à Ouaga. Parce que ça a obligé effectivement des
coupure globale. Même moi, je n'avais pas d'autre chemin, et ne vous en faites pas, pour pouvoir faire ce travail. Au jour d'aujourd'hui, ça a été fait. Je crois que globalement, il n'y a plus de problème d'eau au niveau de Ouaga. Je dis bien globalement. Ça n'a pas réglé le problème totalement. Parce que ce que nous avons fait, c'est une accélération du Ziga 2. C'est 90 000 mètres cubes jour qu'on a envoyé à Ouaga. À terme, on va envoyer à peu près 150 000 mètres cubes jour. Donc il y aura encore plus d'eau à Ouaga. Mais la quantité d'eau produite ne suffit pas pour régler le problème de la ville de Ouagadougou. Nous avons 3 grands châteaux d'eau et bâches à construire. Nous avons un grand réseau, plus de 180 km de réseau ramifié à installer et dans les quartiers nouvellement lotis et à extendre des bonnes fontaines dans les quartiers non lotis. Ça reste à faire et l'échéance, c'est carrément pour 2018. Mais quand même, la grande pointe est passée. Une dernière question pour passer à l'autre rubrique. Les citoyens sont vraiment lancés, les citoyens des grandes villes, vraiment lancés de l'ONEA qui ne respecte pas ses engagements, alors que la Constitution, le projet de Constitution dispose que le droit à l'eau potable et l'assainissement est un droit pour le citoyen, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui doit être fait? Nous sommes totalement d'accord. Effectivement, le droit à l'eau et à l'assainissement a été constitutionnalisé dans notre pays. Et c'est une très bonne chose. Et c'est nous une fierté. Quand nous va à l'international, on est tout fiers de dire que ça fait partie des droits constitués du Burkina Faso. Alors, qu'est-ce qui doit être fait? Effectivement, nous sommes engagés. Que ce soit à travers les ODD, ce qu'on appelle l'accès universel à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030. Nous sommes très engagés et avec des grands coûts. Au niveau de l'assainissement, on a 1200 milliards de budget pour régler cette question d'accès universel à l'assainissement et pour éradiquer justement la défécation à l'air libre, etc. Au niveau de la gestion intégrée, à peu près 70 milliards. Au niveau de l'AEP, 1461 milliards. Voilà les programmes qui ont été mis en place, qui sont financés par tranche, une première tranche justement à travers le PNDS jusqu'en 2020. Je peux vous dire que le secteur de l'eau, à l'issue de la conférence de Paris, est rentré avec des promesses et des disponibilités de financement de 1,7 million d'euros, soit plus de 1115 milliards de francs CFA. Donc, a priori, l'avenir est prometteur, mais c'est à nous, au niveau institutionnel, au niveau gouvernemental, de nous organiser pour opérationnaliser tout ça. Donc, on a deux échéances, 2020 et 2030. On n'est plus dans le temps, on va passer tout de suite, s'il vous plaît, monsieur le ministre, à la deuxième rubrique. Moi, il faut de l'assainissement. Promouvoir l'assainissement des eaux usées et excrétées en la matière, le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement burkinabé a du pain sur la planche, le manque de latrines et sa conséquence, la défécation à l'air libre, autant d'images qui donnent la mesure du défi, le point des enjeux dans ce reportage. L'utilisation de l'eau par l'homme produit des eaux usées d'origine domestique et industrielle. Au Burkina Faso, l'expansion des eaux usées est surtout remarquable dans les deux grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, mais aussi dans certaines zones minières. On évalue à plus de 80% la quantité d'eau usée directement déversée dans la nature sans être traitée ni réutilisée, et ce, avec des risques énormes sur la santé humaine, animale et végétale. D'où la nécessité de l'assainissement qui vise à assurer l'évacuation et le traitement de ces eaux et excréta. Toutefois, l'analyse des performances du sous-secteur de l'assainissement des eaux usées et excréta montre de faibles taux d'accès. En 2015, par exemple, ces taux étaient de 34,2% en milieu urbain et de 12% en milieu rural. Pour relever le défi de l'assainissement, le gouvernement s'efforce de mettre en œuvre des politiques adéquates. Déjà, il existe une politique et stratégie nationale d'assainissement depuis 2007.
L'objectif de cette politique est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excrétables d'ici 2030 à travers l'éradication de la défécation à l'air libre, l'accès universel et continu des populations aux services d'assainissement, l'optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et bouts de vidange, entre autres. Déjà, au cours de l'année 2016, de nombreux ouvrages ont été réalisés, au nombre desquels la construction de 479 latrines écoles, 150 latrines publiques, 34 526 latrines familiales, 122 latrines dans des centres de santé et près de 2000 puisards. Les actions du gouvernement à l'horizon 2020 concernent entre autres l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques et stratégies nationales en matière d'assainissement des eaux usées et excrétables, la conception et la réalisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et excrétables, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, la réalisation de plus de 40 000 latrines familiales et plus de 4 000 latrines publiques et la construction de 7 stations de traitement de boues de vidange. Il s'agit à terme de garantir la santé des populations par un traitement efficace et une réutilisation judicieuse des eaux usées. Voilà pour ce qui est de la mise en bouche dans cette rubrique. Monsieur le ministre, nous vous proposons de suivre des réactions recueillies sur le terrain. La réalisation de ces latrines, nous les apprécions à leur juste valeur. En tout cas, nous pensons que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. Sans ces latrines-là, nos enfants iraient dans la nature et ils n'avaient où se cacher pour faire leurs besoins naturels. Nous avons reçu 500 latrines semi-finies, totalement stabilisées. Et aujourd'hui, nous sommes encore à une deuxième phase de 500 latrines qui sont en cours d'exécution. Et si l'État doit faire quelque chose, qu'elle le fasse, même dans les campagnes. Nous avons des problèmes d'eau, nous avions des problèmes de WC, quand bien même nous en avons eu, mais ça ne suffit pas. Ils ont fait beaucoup de choses à Gourdin, des latrines, il nous a aidé avec les latrines et en plus il nous a donné une château d'eau pour que les gens puissent gagner à boire nuit et jour. Nous sommes très contents. Depuis 2015, nous avons des appuis par le gouvernement dans le cadre des latrines familiaux. Et au fur et à mesure, je pense que le nombre s'augmente aussi. Et les populations arrivent par famille au moins à avoir une latrine en attendant vraiment que nous puissions satisfaire tout le monde. Il y a bien vrai des plaintes, tout le monde ne peut pas gagner du coup. Maintenant, on essaie de voir comment nous allons faire pour couvrir toutes nos populations en latrines familiaux. Par rapport à ces latrines, la difficulté majeure, c'est le manque de forage. Parce qu'il y a un forage non loin de l'établissement, mais c'est pour le village. Donc les femmes du village viennent se ravitailler en eau, les élèves de l'école primaire également, plus les élèves du CG. Donc le tout fait que c'est difficile à gérer. Donc les élèves manquent crucialement d'eau pour nettoyer ces latrines. Voilà, Monsieur le ministre, j'ai l'impression que tous les intervenants, en tout cas, apprécient positivement la réalisation de latrines dans leur localité. C'était le cas notamment de cette dame qui a parlé en langue aussi, je crois, et qui apprécie également la réalisation de latrines. Votre réaction, Monsieur le ministre? Oui, très rapidement. Vous savez, chez nous, il y a ce qu'on appelle le péril fécal. Le péril fécal veut dire que vous buvez l'eau, tout le cycle doit être bouclé pour restituer de l'eau. C'est-à-dire que plus vous donnez à boire, plus vous créez aussi des excrétas. Quand nous disons excrétas, c'est tout compris, hein, même dans les urinoirs, etc. Ça fait qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement en milieu urbain, c'est faire tout pour que les productions d'excrétas soient traitées et stérilisées.
Et vous avez deux voies. Il y a ce qu'on appelle les réseaux d'égouts. Je pense que je n'ai pas expliqué ça. Normalement, les réseaux d'égouts collectent dans des canalisations les excrétas, les eaux usées pour envoyer à une station de traitement. Ce qui se passe à Kosoro, il y a plusieurs types de stations. C'est encore très infime à Ouagadougou. C'est très infime, tout à fait. Tout à fait. Normalement, le centre-ville. Voilà, c'est juste le centre-ville et puis quelques grandes cités. Parce que vous savez aussi, le réseau d'égouts a une contrainte. Il faudrait que vous puissiez utiliser au moins 15 litres d'eau à chaque fois que vous allez aux toilettes. Ça fait que les zones où il n'y a pas suffisamment d'eau pour pouvoir faire des chasses d'eau, déjà c'est un problème. Voilà, donc il y a les réseaux d'eau, je vais rapidement. L'autre possibilité, c'est les latrines. Et vous savez que l'essentiel, notamment les quartiers périphériques Kawara, ils utilisent des latrines s'ils n'utilisent pas autre chose. Et donc là aussi, la politique du gouvernement, c'est de récolter les excrétas, ce qu'on appelle les bouts de vidange, les vidanges de ces latrines-là, et de les traiter. Et ce qui se passe, j'ai vu de belles images sur la station de Zartouli et de Kosodo. Donc là, nous, on subventionne et on incite, en tout cas on les subventionne, les camionneurs, là, les citernes d'eau usée, à venir les déposer là-bas pour qu'on les traite et qu'on les jette dans la nature. Voilà la politique en milieu urbain. En milieu rural, c'est un peu plus compliqué. Nous accentuons ce qu'on appelle les latrines à double fosse. 12% de taux d'accès en 2015. Oui, tout à fait. C'est vraiment, vous avez tout dit, c'est vraiment notre plus grande préoccupation, alors que nous avons des objectifs. Quand nous parlons de l'assainissement, de l'accès à l'assainissement total, quand nous parlons de la fin de la défécation à l'air libre, ça passe par là. Si nous restons dans ces taux-là, on n'atteindra pas les objectifs sur lesquels nous sommes engagés. Ça fait qu'aujourd'hui, l'État subventionne beaucoup à travers ses partenaires financiers l'exécution des latrines. Notre objectif, c'est 10 personnes, une latrine en milieu rural. Et on est prêt, parce que la subvention totale aussi souvent ne règle pas les problèmes. L'État subventionne tout ce qui est matériaux manufacturés, les tôles, les portes, etc., et des fois un peu de ciment. Mais on laisse aussi l'usager d'abord venir demander, parce que ça veut dire qu'il veut. Faire le trou, parce que c'est vraiment creuser un trou de 2 mètres. S'il n'arrive pas à faire ça, ce n'est pas la peine de faire la latrine. Et enfin, parce qu'il ne suffit pas de faire la latrine, il faut l'utiliser. Et vous savez qu'il y a des pesanteurs socio-culturels qui font que dans certaines zones, je ne donne pas de précision, c'est très difficile. Là, monsieur le ministre, l'impression que vous donnez à travers les politiques, c'est de mettre beaucoup d'argent pour réaliser des ouvrages et très peu pour travailler sur les esprits. Voilà. On n'a pas, ça c'est pas notre approche. Non, 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 on a une cellule justement pour travailler sur les esprits. Aujourd'hui, si vous regardez la direction générale de l'assainissement, ils ont beaucoup de sociologues, ils ont beaucoup de, comment on appelle ça encore, de personnes qui vont sur le terrain pour sensibiliser, pour communiquer. C'est vraiment important pour nous, parce que sans ça, la latrine, puisque, vous savez ce que vous dites classiquement, c'est quoi? On peut trouver une solution pour ce type de besoins-là, mais on ne peut pas trouver une solution pour l'eau potable. Quand tu as soif, il faut boire de l'eau potable. De toute façon, l'eau non potable, de toute façon, elle sent. Mais comme si l'histoire, les gens se débrouillent. Et ils se débrouillent mal, justement. Donc on est là-dessus. Et la sensibilisation, c'est important. Si vous pouvez me montrer, je vous donne la parole tout à l'heure. Enfin, je vous laisse parler tout à l'heure. Mais regardez, même à Ouagadougou, je suis sûr que vous avez vu ça. Maintenant, ça a changé. En tout cas, quand j'étais jeune élève ici et jeune citoyen ici, j'ai vu. À l'hôpital Yarado, il y avait des latrines là-bas. Personne ne pouvait entrer dans ces latrines, tellement c'était mal entretenu. Au Grand Bansou, il y avait des latrines. Quand vous arrivez à 5 mètres, même si vous bouchez les narines, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que c'est l'entretien. Il y a un qui en a parlé. Il y a l'entretien, il y a l'usage et il y a le bon usage. On est obligé de faire attention à ça. En milieu urbain, ça commence à venir, les habitudes commencent à venir. Vous voyez que dans beaucoup d'endroits, ce qu'on appelle les latrines publiques là, on a mis quelqu'un. Vous savez, en Europe, ça marche comme ça. Soit vous mettez une pièce si la porte ne s'ouvre pas, ou il y a quelqu'un qui est là pour prendre des petites sommes pour pouvoir assurer l'entretien. C'est cette culture-là que nous travaillons à impliquer dans les esprits. Oui, je voudrais dire que vous avez même lancé une campagne de sensibilisation face aux toilettes. Et en même temps, vous projetez encore de réaliser près de 4000 latrines familiales et plus de 40 000 latrines publiques d'ici 2020. Est-ce que votre campagne aura écho?
Est-ce que l'État a les moyens d'aider tout le monde? Oui, c'est-à-dire notre vision, c'est que vous avez tout dit, madame. Parce que comme il y a un problème de sensibilisation, d'éducation, de prise de conscience, et il y a aussi le péril fécal qui est là, qui crée un certain nombre de désagréments. Nous sommes obligés de partir sur les deux fronts. C'est-à-dire on réalise, on sensibilise, on incite à réaliser. En espérant on espère qu'à un moment donné, les investissements que nous avons prévus seront rattrapés par la volonté des citoyens et la conscience des citoyens à réaliser leur propre latrine. En fait, c'est cet espoir. Mais si, vous savez, les populations sont pauvres, une latrine, ça coûte entre 30 000 et 150 000. Bon, quand vous dites ça, il dit, écoutez, à 30 000, je préfère peut-être trouver une autre solution. Donc, on est conscient de ça, mais c'est une vision, ce n'est pas un investissement à court terme. Mais en même temps que vous aidez à apporter du ciment, des dalles ou autre chose, les populations pensent que vous leur devez un produit fini, que c'est de l'escroquerie. Oui, ça c'est tout à fait vrai et vous connaissez bien le secteur. On a même eu des populations qui sont organisées pour venir se plaindre parce qu'ils sont convaincus que nos agents là ont détourné l'argent. Ça veut dire qu'effectivement c'est un manque de sensibilisation, d'information et d'appropriation de l'outil. Nous sommes d'accord et nous consentons avec vous que c'est un aspect important parce que tout se passe dans le mental. Si vraiment les gens ne sont pas convaincus, l'investissement ne peut pas être valorisé. L'émission tire à sa fin. Nous allons prendre deux dernières questions de citoyens sur le terrain avant donc de conclure tout de suite la première. Monsieur le ministre, ces citoyens s'expriment amoureux, ils demandent comment ils peuvent avoir plus de latrines que ce qu'ils ont aujourd'hui. Bon, je suis gêné parce que je ne sais pas c'est quelle commune, c'est quel village, mais la théorie est simple. Aujourd'hui, nous transférons en fait les ressources aux communes. Parce qu'ils s'adressent à nous. C'est vrai, on assume, mais en réalité, le ministère au niveau central n'exécute pas des latrines. Même toutes les sommes dont j'ai parlé tout à l'heure sont transférées. Je crois que cette année, on a transféré environ 1 milliard, en tout cas plus d'1 milliard de francs aux communes pour les latrines et autant pour les forages. On veut que les maires s'en approprient, parce que c'est eux qui connaissent leur population, c'est eux qui savent où investir. Donc, je réponds donc aux téléspectateurs, là, aux citoyens, en lui disant de se référer à sa mairie, et sa mairie va se référer à la direction régionale pour nous faire remonter les besoins. Sinon, on est disposé, c'est notre rôle de diminuer la pénibilité d'accès à l'eau sur tous les plans, que ce soit l'eau pour la production économique ou que ce soit l'eau potable. C'est notre rôle de diminuer la possibilité de maladies liées à un mauvais assainissement, à un assainissement inadéquat, ou comme on dit, il y a aussi une question de dignité. Le problème de l'assainissement, c'est aussi une question de dignité. C'est notre rôle de travailler, effectivement, à diminuer, de contribuer à diminuer la pénibilité de l'accès à tous ces deux systèmes. Et la dernière question, monsieur le ministre. Bon. Dans le cas du PNDS et pour le bien-être des populations, et nous sommes fixés des objectifs très ambitieux en termes de réalisation d'ouvrages, en termes d'accompagnement des populations. Est-ce que tous les financements sont mobilisés pour le domaine de l'eau et de l'assainissement pour permettre d'atteindre ces objectifs? Monsieur le ministre, le nerf de la guerre. Oui, de toute façon, hein, c'est une de nos directrices régionales. Elle a la réponse à sa question. Non, mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, nous avons fait des programmes à long terme, nous avons fait des programmes à moyen terme et nous avons des problèmes à court terme. Les programmes à court terme, c'est les programmes annuels. J'ai dit, pour 2017, nous sommes engagés à faire, par exemple, 2200 forages. 2016, on en a fait 1619. Et notre objectif
à l'horizon 2020, c'est d'en faire 7500. Nous pensons que nous serons à l'heure du point de vue de ces chiffres et nous pensons qu'il n'y aura pas de problème de financement pour ça. Quand je dis nous, c'est la République, ce n'est pas le ministère de l'eau tout seul, c'est toute la République. Deuxièmement, pour ce qui est des autres composants, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a le financement de l'État. En moyenne, le ministère de l'eau reçoit environ 50, 60, des fois 74, 70 milliards de francs CFA par an pour son investissement. Cette année, le PNDS composant eau et assainissement a reçu, enfin, un budget d'investissement de 134,5 milliards de francs CFA. Donc, a priori, nous n'avons pas trop de soucis. Vous avez les moyens de votre politique? On a un minimum. On a un minimum parce qu'on continue de quémander. Alors, monsieur le ministre, nous continuons de consommer des poissons, des eaux usées de Tanguy à Ouagadougou. Et ces mêmes eaux qui sont utilisées pour irriguer nos légumes. Qu'est-ce qui peut être fait? Parce que ça traîne. J'ai du mal à répondre à cette question. Parce que quand vous dites les eaux usées de Tanguy... L'eau dégage une odeur nauséabonde. Bon, mais c'est peut-être pas de l'eau usée, c'est peut-être des eaux qu'on appelle ça. Non. L'eutrophisation des eaux eutrophisées. C'est comme ça que nous on appelle ça. Bon, ok. Je crois que ça rejoint une des préoccupations. Normalement, c'est un devoir pour nous de contrôler la qualité des eaux de surface. Je crois que c'est ce maillon-là qui manque un peu dans notre dispositif. Sinon, je vois ce dont vous parlez, ce n'est pas censé être des eaux usées, c'est des eaux stagnantes. Parce que quand l'eau stagne, nécessairement, elle n'est pas oxygénée et elle finit donc par être comme ça. Mais je prends note, moi aussi je vis ça, hein, mais on va regarder ensemble avec les services partenaires, notamment le laboratoire national de santé publique. Ça va être certainement le mot de la fin, monsieur le ministre. Merci pour votre disponibilité ce soir pour l'émission Dialogue avec le gouvernement. Nous allons donc nous arrêter là pour ce soir. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission Dialogue avec le gouvernement de ce jour, organisée en collaboration entre la RTB et le service d'information du gouvernement. Une émission que j'ai eu plaisir à conduire ce soir avec ma consoeur Asmao Dao de la radio Omega FM. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un autre numéro.